Sandro, tu me passes le jus d'orange, s'il te plaît? Oui, alors je te donne tout de merci. suite. Voilà. Excuse-moi. Je reviens, je crois que j'entends juste les œufs, ils sont en train de bouillir, ils nous appellent. Il faut aller les chercher. C'est merveilleux. Alors, attends, t'arrives à me prendre ma petite mousse de canard au Porto au passage? Ah oui, tu l'as mis dans le frigo? Oui, elle est dans le frigo, ouais, je l'ai mis au devrais frais. pouvoir retrouver. C'est parfait. Oh, bonjour, vous êtes là? Nous ne vous avions pas vu. Nous sommes en train de bruncher. Bienvenue. C'est Tartine Mécanique, le 4e podcast de Tartine Mécanique, le podcast du game design qui s'étale. J'ai avec moi, comme vous le voyez bien, nous sommes en train de préparer nos petites tartines. Non, enfin, pour vous dire, on est vraiment en train de bruncher. C'est le premier. Pour une fois, c'est le premier Tartine Mécanique. On est vraiment en train de faire des tartines et de manger des tartines. Bon, là, j'ai un petit peu craqué. Je me suis fait des tartines à la mousse de canard au Porto. À quoi t'as fait tes tartines, toi, Vutraire? Je crois que j'ai fait simple. Il y a juste un moment où j'ai mis de la tome de chèvre coulante avec du lard dessus. Ça, j'avoue, j'étais assez content. Ça c'est fatos. Dans un pain tessinois. Dans un pain tessinois, il s'est complètement lâché, Vutraire. Et je réalise que je vous ai même pas présenté. Non, c'est clair. Tellement on est là. Et puis toi, tu tellement t'en on est fous à ce que l'aise. moi j'ai mangé, c'est ça en fait. Ah dis-moi, Sandro, de toute façon, toi, t'as mis du miel quelque part. Non, moi j'ai découvert une spécialité de l'avenue de Cour Oh. grâce à toi. Près de chez nous. Ah ouais, super. Et t'as bien aimé? Ouais, c'était bon. Comment ça s'appelle déjà? Les alligators. Les alligators. Ouais, C'est un croissant pas de mal. campagne avec du jambon de campagne à l'intérieur et du beurre salé. C'est pas dégueulasse. Hein. Ouais. Et c'est comme ça qu'on brunch à Tartine Mécanique. Alors, il y a une expression que j'aime bien, que je vais utiliser. C'est meilleur qu'une épine au sac. Hein? Quoi? C'est quoi, meilleur qu'une épine au Vous sac? ne connaissez pas comme c'est meilleur que la gueule pleine de guêpes ou ce genre de truc? Non mais C'est parce que tu viens. C'est ça, tu- attends. important. Parce que là, il faut qu'on commence à pouvoir l'utiliser. C'est comme une épine au sac. Non, c'est meilleur Qu'une épine au sac. épine au sac. Et donc, Mais tu c'est quoi l'utilises une dans épine quel au sac? contexte? En fait, quand contexte. tu manges quelque chose de bon, tu dis que c'est meilleur qu'une épine au sac. Ouais, mais Ah, c'est pourquoi? juste ça, Ça l'ultime. peut marcher pour tout. en Donc fait. ça peut marcher pour Pour tout. pourri, ouais. Tu bois du coca, tu dis c'est meilleur qu'une épine au sac. Épine au sac, voilà. Pardon pour le branding subi. Eh bien, je vais quand même vous introduire, Oh bah, quel plaisir. messieurs. Quel plaisir. Donc, à ma gauche, comme d'habitude, le phénix du brunch, le dragon des manipulations, le roi de l'émotion, le maître du donjon, Vutraire et qui est la vôtre. Tout va bien, Vutraire? Wesh, bien. Superbe de t'avoir comme d'habitude. Et à ma droite, le grand maître des mécaniques, l'avatar du jus multifruits délicieux qui coule le long de la gorge, Oh là là. avec sa chevelure rouquine qui s'envole au vent, monsieur le routilant, monsieur Sandro. Ah bonjour. Ah bonjour. Ah bonjour. Mais Ah dis donc, bonjour. on est tout à fait guilleret ce matin. On voit qu'on enregistre le matin. Ouais, c'est ça. On a Hein. des voix. Et pourtant l'énergie est pas grande, hein, Oui, mais on se réveille. ouais, se réveille. on se réveille. C'est vrai. Tout à fait sympa. Messieurs, vous savez comment j'aime démarrer nos petits podcasts Tartine Mécanique. Comment est-ce que j'aime démarrer les podcasts Tartine Mécanique? Avec diligence et enjaillement. J'aime démarrer les podcasts Tartine Mécanique. Merci Vutraire. J'aime démarrer les podcasts Tartine Mécanique avec un petit « moins on en a, plus on l'étale ». Une petite séquence qui sont les séquences qui sont devenues trademark de Tartine Mécanique. Les séquences donc où on se donne un thème de jeu et on brainstorm sur Ouais. un concept de jeu vidéo Oui. en parlant principalement de son game design et bien sûr aussi peut-être un petit peu de son univers. Et donc, Sandro, Oh, c'est moi. j'aime aussi commencer par un petit brainstorm de Sandro. Ah, c'est C'est vrai beau. qu'on a souvent commencé par Vutraire. Ouais, mais là, c'est bien qu'on change, c'est bien. c'est bien qu'on qu'on change. mette un peu Sandro directement dans le... Au turbin. C'est ça. Et donc, Vutraire, je vais te demander de choisir un petit thème pour Sandro. Ah oui. Cette fois, on va le faire. C'est le matin, on se marre bien. On va pas commencer à te poser trop de contraintes. Hein. Ok. On veut quelque chose Donc, de vraiment assez coolos, libre. je fais ce que je veux. Coolos. Mais juste le thème. Alors vas-y, on voit. Vutraire réfléchi. Plexus. Plexus. Je te remercie. Donc vous, J'ai Plexus, vraiment ce truc C'est qui quoi, m'est c'était apparu à l'esprit. C'était coolos. Au début, je voulais dire plectrude. Je me suis dit non, mais ça sert à veut rien rien. dire. Donc plexus, t'entends bien le plexus solaire. Le plexus solaire, ouais. Donc ça peut être aussi la frappe dans le plexus solaire, par exemple. Ça Par peut être exemple. un jeu de. Ça peut être On beaucoup de prend un choses. coup, Tu ouais. vois, il Jeu essaie de de boxe. m'influencer. Tu vois, par Il exemple. essaie de Non, ça sera un truc avec des ados dans une école. Oui, oui, pardon. Ah bah oui, bien mais entendu. tu veux Ah non, quoi peut-être la seule contrainte qu'il faut qu'on mette, c'est Ouais, qu'on on la ne- rajoute à on fond. ne veut pas d'univers scolaire. D'univers scolaire. Oh là là, bah, je peux rien faire Il alors. faut que ce Je soit. peux pas vous aider. Ah Je- mince, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est Je pas sais possible. rien faire d'autre. L'inspiration ne vient pas.
Puis donc, écoute Sandro, on va te donner comme d'habitude 5 petites minutes. Ok, ça marche. J'en reviens. Toujours... Oh bah tu peux rester Non, ici je peux rester cette là. fois. Ah ouais, y a Oui, pas oui. de, y a pas de, Non, y a pas d'embrouille derrière mon Il n'y dos. a pas d'embrouille. Ok, cette fois, cool. On va la jouer. Donc c'est parti Sandro. Vutraire, pendant que Sandro brainstorm, et vous aussi vous pouvez brainstormer à la maison en temps réel sur le thème Plexus. Vous aussi amusez-vous avec Tartine Mécanique à créer vos propres concepts de jeu et à nous les envoyer peut-être, à nous les partager. Vutraire. fond. Ça nous ferait plaisir Exactement. peut-être de les lire. Et puis, On et a- ce qui peut être drôle, je pense aussi essayer de les comprendre. Ah oui, Tu alors vois, bien en sûr. live, ensuite devoir relire qu'est-ce qu'on nous était envoyé, puis essayer de se mettre à la place de ce Ah qui a bah, voulu être dit. Ça peut être Ça, assez c'est drôle ouais, ça, c'est vraiment aussi. drôle. Ouais. Effectivement, vous avez 5 minutes pour brainstormer, donc prenez-vous peut-être 5 minutes pour voir si vous pouvez faire quelque chose de rigolo sur Plexus, puis peut-être nous envoyer vos idées. Quoi. Enfin, en tout cas, nous, on les lirait très volontiers. Ouais, Quoi. et puis je pense qu'il pourrait y avoir un effet de téléphone arabe, tu sais, du game design. Mm. Parce qu'on sait à quel point la communication, à certains moments, peut être compliquée, Ah ouais, ouais, surtout ouais. dans ce domaine. Donc, en plus, là, quand t'as pas la personne en face, ça peut donner des trucs Ouais. assez drôles. Et puis, on va savoir, peut-être ça nous amuserait aussi peut-être de continuer votre brainstorm, de poursuivre votre brainstorm sur les thèmes qu'on a donnés. Vutraire, j'ai une petite question pour toi, pendant qu'on Allez, vas-y. pendant qu'on attend que Sandro brainstorm. La petite question que j'aimerais te poser, c'est imagine, tu es dans une situation où tu as quelqu'un que tu as envie de séduire. Et puis, voilà, si tu es un fan de musique, il y a dans toute une playlist de CD ou de musique C'est hyper assez bien. évidente que tu peux utiliser pour créer une ambiance agréable, pour inviter, disons, à l'amour ou inviter inviter à l'échange amoureux, on va dire, ou à l'érotisme. Est-ce que, comme ça, du haut de ta tête, tu imaginerais un jeu pour inviter à l'amour, un jeu qui permettrait justement, tu sais, cette transition entre un espèce de beau moment que tu passes avec quelqu'un d'autre avec qui tu joues et qui après t'invite à un instant érotique. Mais alors, David, moi, je vais être méga franc avec toi. Ça a déjà été fait. Mais Hein, c'est pas enfin, vrai, je veux tu dire, utilises j'ai des jeux utilisé- pour piéger ouais. des gens dans ton canapé. Disons, mais je crois que c'est pas autant la même chose que le fameux tricks avec la musique où par exemple, tu sais, tu rentres de soirée et puis c'est le truc que Voilà, que c'est tu ça. vas jouer après en continuité d'un moment Voilà, qu'il a c'est déjà ça, joué ouais. avant. Ça, je pense que c'est vachement difficile. Et puis là, comme ça, en y pensant, j'aurais vachement de la peine. Mais une soirée dédiée à présenter un jeu pour montrer quelque chose, ça marche d'ailleurs très bien avec les gens qui connaissent pas beaucoup le jeu vidéo. D'accord. Ça a des effets assez agréables. Je vais te le dire, Franco, c'est pas hyper original. Et puis je pense qu'on peut y penser facilement. C'est C'est vrai Journey, Mais non. tout simplement. Et en fait. Journey a créé une ambiance érotique, a créé Mais- une ouverture émotionnelle. Une ouverture émotionnelle, ouais, même Ouais. une forme de fragilité qu'on peut Ok. utiliser après, tu vois. Mais non. Tu as le truc Journey. de manipulateur ignoble, tu sais, où t'as les gens qui pleurent, puis tu Alors- leur fais un câlin, mais alors, viens, c'est pas je trop suis là, dur. je vais Tu vois, m'occuper il est de toi. mort. Ouais, tu vois, il est mort. Puis on va Qui tous souffre dans mourir, cette tu vois. montagne. Très bien, les tips. les pro tips, les tu pro tips de Vutraire pour La manipuler les séduction, gens. Non, mais effectivement, alors t'irais vraiment vers un jeu. C'est intéressant parce que vraisemblablement on va en parler aussi par la suite parce que ça va être un des sujets de notre podcast parce qu'on a envie de les aborder. Donc c'est intéressant que tu viennes justement. C'était pas du tout voulu, mais c'est drôle de venir effectivement sur des jeux qui travaillent principalement sur de l'émotionnel, mais qui sont des single player. On Ouais, à arriverait fond. par exemple peut-être nous, enfin je dis ça vraiment comme ça, mais à imaginer typiquement un jeu à 2 joueurs qui pourrait créer quelque chose de similaire pour créer du coopératif ou de l'échange ou du dialogue ou. J'avoue que c'est assez intéressant parce qu'à priori, on a l'impression, en tout cas ce qui a déjà été fait avant, mais je peux me tromper, que dès qu'on veut atteindre justement cet effet, on tape dans l'émotionnel et puis qu'en fait, c'est des expériences qui se veulent vraiment solo. Pour vraiment pouvoir d'accord. cadre. Toi, je sais pas comment tu le sens, mais j'ai l'impression que c'est quand même souvent le cas parce que ça permet vraiment d'être beaucoup plus dirigiste. Ouais, je dans vois, le game bien design, sûr, je vois ce enfin. que tu veux dire. Ouais. Ça permet effectivement d'amener plus gentiment Alors disons, que l'autre t'as- vers l'émotion, mais on pourrait imaginer typiquement un jeu à 2 joueurs coopératif ou même Puis en fait, coopératif. via Brother, Où que tu je viens crées de voilà, c'est réaliser, ça. ouais, tu crées c'est juste, ouais. tu crées du bounding, ou À tu fond. crées de l'échange, de la discussion. Mais là, du coup, c'est spécial. Parce que du coup, on sort du jeu. Mhm. Ça devient la relation entre les joueurs qui devient plus importante. Ah, J'ai un peu d'accord, l'impression que c'est pas là. T'as peut-être un truc qui peut Ouais. être un peu dissonant de ce côté-là. Moi, je trouvais qu'il y avait des idées de jeux qui pouvaient être drôles. Mais là, du coup, c'est comme si je faisais un brainstorm à la place de Sandro. D'accord, C'est ouais. pas sympa. Mais Mais c'est parfait. non, on s'en fout. On voit de plus en plus maintenant aussi avec l'éclosion de plein de festivals où le jeu vidéo a de plus en plus sa place, où Bien t'as sûr, t'as ouais. des installs où tu peux jouer hyper rapidement, puis le but c'est d'avoir un truc accessible. T'imagines des jeux 2 joueurs où les personnes pour progresser, il y a un moment donné où elles ont
un temps qui est très limité, ils doivent répondre à une question par rapport en fait à leur à leurs compatriotes, enfin la personne avec qui ils jouent, qui peut être pas forcément quelqu'un qu'ils connaissent, puis qui peut dire est-ce que tu aurais envie de baiser avec cette personne. Et puis tu sais, puis tu vois pas la réponse, et puis suivant le résultat, ça change les power-ups, les pouvoirs que tu as. C'est à toi de dire peut-être qu'elle a répondu en fait oui, peut-être qu'elle a répondu non, suivant ce qui affecte. C'est hyper bien. Je trouve hyper drôle, à fond. Pour le coup, c'est assez intéressant parce que c'est un jeu, ça m'intéresse ce concept, parce que c'est un jeu avec un véritable danger de jeu. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu mets vraiment les joueurs en danger. Parce qu'il y a vraiment une réponse réelle. Exactement. Si tu veux, qui a été donnée. T'es obligé de répondre. Si tu réponds un investissement émotionnel. Si tu réponds pas, tu donnes aussi une puis tu donnes aussi une réponse à l'autre personne. En fait, t'es piégé, dès que tu t'y attends pas. Il y a quelque chose de pervers. C'est hyper pervers, c'est génial, quoi. Alors ça me fait penser à un jeu qui probablement serait le jeu que j'aurais donné pour répondre à cette question, qui est un jeu que j'aime énormément d'Atlus, qui s'appelle Cassaline. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est vraiment excellent. C'est un espèce de mélange en fait entre à la fois des séquences qui sont plus des séquences, comment est-ce qu'on va dire, c'est les créateurs de Persona, donc en fait c'est des séquences dans un bar où on discute avec différents personnages, ils sont beaucoup plus narratives. Et puis après des séquences où tu as vraiment un puzzle game en 3D qui fait penser à Qbert ou des choses comme ça. Enfin non, c'est quand même un petit peu différent, mais voilà. Et puis à la fin de chaque séquence de puzzle, il y a effectivement une question de plus en plus intime en fait sur le relationnel, parce qu'il s'agit d'une histoire justement sur un homme qui trompe sa copine, et puis voilà, ça va beaucoup tourner là autour. Et il y a effectivement un moment qui est assez intéressant si on est connecté, c'est de voir les réponses de toute la communauté en fait sur des questions qui ont un lien avec la fidélité, la loyauté, le rapport à l'autre et autres. Puis ça, c'est vrai que pour y avoir aussi joué avec une compagnonne à l'époque, c'est vrai que ça avait aussi, en fait, ça avait pas vraiment permis de l'érotisme, mais ça avait surtout permis des discussions autour du rapport amoureux. Puis ça avait fait quelque chose de comme une amorce en fait, ou un lubrifiant, une manière d'apporter le sujet via un objet tiers, et du coup ça facilite la conversation à fond. Donc ça, vraiment, je conseille aux couples de jouer à Cassaline. C'est vraiment très intéressant pour engager certains sujets. Et on s'étale de vraiment nouveau, dans les brainstorms. On est à 7 minutes. Mais ça fait rien. Me revoilà. Le jeu de Sandro, j'ai plus polish. T'as plus polish, c'est bon. Là, j'ai le titre, j'ai l'histoire, j'ai tout là. Enfin, on a des titres. Enfin, vous avez compris. On commence à piéger. Alors, je vous donne le titre déjà. Ok, préparez-vous. Plexus Golf Giant Invasion. Oh voilà. C'est génial. Déjà, okay. moi je vois la franchise. Moi je vois la franchise. Hein déjà. Je vois les DLC. On sent. Non, là c'est du gros budget. Donc faut imaginer une défense de ville. C'est de l'humanité au bout. Il y a des géants qui attaquent, des géants énormes, un peu type. Si on veut, comment il s'appelle cet animé tu penses à. Ouais. Attack of the Titans. Voilà, exactement. Un peu genre vraiment des types géants, mais comme des humains, un peu vraiment énormissimes. Et leur seul point faible, c'est le plexus. Tu peux rien faire d'autre. Ailleurs, ils sont invincibles. Et du coup, il y a un type, c'est le meilleur golfeur de la Terre. Et il est sur le sommet du plus grand bâtiment de la ville. Bien sûr, c'est l'avatar du joueur. Et bien sûr. Et il a des boules géantes de golf et il tape comme ça pour taper dans le plexus pour les tuer en fait. Et ils arrivent par vague comme dans un tower defense en fait. Ouais. Et du coup, toi, comme dans un jeu de golf, tu dois mais donc en gros, c'est un jeu de golf avec une cible mouvante. Avec une cible mouvante et dans laquelle tu dois taper dans le plexus et tu dois péter le plus de côtes possible. Plus tu pètes de côtes, plus ta jauge de super monte et ton super, tu peux balancer une balle qui se multiplie puis tu peux en abattre plein d'un coup. Je pense que tu pitches ça à n'importe quel studio japonais à D3 Publishers, j'en sais rien, c'est bon. Ouais, je crois que je tiens un truc. Le concept, il me parle. Là. T'as de l'absurde, et en même temps, t'as une mécanique que les gens peuvent comprendre en un coup, la mécanique des jeux de golf. Ouais. Donc, ce serait un truc un peu à la Neo Turf Masters où t'as des jauges. Exactement. T'augmentes en gros tes jauges. Ouais, tu fixes un peu tu fixes ta puissance. Ouais. Avec une jauge, effectivement, tu dois arrêter au bon moment. D'abord, tu fixes un peu ta direction de ta balle, en faisant gauche-droite. Ta direction selon et puis il y a aussi les éléments de vent, etc. classique. Faut prendre en compte, tu mets ta direction de balle et ensuite tu fixes ta puissance et badaboum quoi. Ouais. Mais avec un côté très très rythmé parce que comme il y a beaucoup de monstres, il faut pouvoir. Alors, ils avancent très lentement, ça reste des géants, boum boum, mais du coup, il faut quand même garder une certaine cadence. Alors, pas comme dans un jeu de golf où tu as ce côté où tu as tout le temps. Là, il y a vraiment cette tension de la pression des monstres. Alors, 2 questions pour toi. Est-ce que, puisque tu parles d'un tower defense, moi je pense à un truc genre Plante versus Zombie ou j'en sais rien. Est-ce que donc déjà tu as pensé à des types de géants différents ?
Alors Pour effectivement, pour j'y des ai plexus placés à différents endroits. tout à fait pensé ou pas. Non, j'ai pas eu le temps. Mais oui, effectivement, Mais ça serait tu pars parfaitement de ce intéressant. principe-là, ouais, Ah qui bah est bien sûr, différent, évidemment, ouais, ça c'est Et clair. donc après à ce moment-là, tu as une prioritisation des cibles où tu sais qu'il y en a certains qui deviennent plus dangereux à une certaine portée. Exactement, il y en a certains qui ont un plexus et que c'est pas forcément placé effectivement toujours Ouais. au même endroit, Ouais. ou pas forcément de la même résistance, ou pas forcément, enfin ce type de choses. Où des Ouais. fois il faut tirer plusieurs balles dessus, ou après effectivement on pourrait rentrer dans un système de bonus qui modifie le gameplay, enfin plein de choses Ouais. un peu Ouais. plus complexes, mais disons que la base ça serait ça. Et puis alors deuxième question, est-ce que quand tu touches quand même ailleurs dans le corps, il y a- Rien, ça il y rebondit. a rien, t'as pas Rien. genre Un- t'as pas quand même Ah, un petit truc on où pourrait ça les on recule un pourrait les petit peu. ralentir, on Ouais. pourrait dire ouais au moins ça leur fait un petit ouais, ça les fait reculer d'un ou deux pas Ouais. et du coup tu gagnes un petit peu de temps. Mais Ouais. par contre effectivement ils sont indestructibles. Ça pourrait être marrant d'imaginer que certains ils se déplacent différemment puis ils peuvent protéger leur plexus parce qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Puis C'est si tu leur clair. frappes dans l'épaule, ben, du coup ils mettent le bras en arrière puis là t'as une Hyper bien. T'as une ouverture pour pouvoir toucher le plexus. Ou alors t'as certains géants qui protègent les plexus des autres en fait. Ah ouais aussi. Avec les Ah, mains. ouais. Et du coup t'es obligé d'allumer ce géant là pour pouvoir dégager le plexus des autres. Ouais, tout à fait. Ouais, effectivement. C'est la première fois que Sandro nous fait un titre en anglais. Enfin, tout T'as à vu coup, on a, T'as vu Plexus Golf, Giant Giant Invasion. C'est vrai qu'en Voilà. français, le golfe du plexus. Ouais, ça L'invasion aurait- des géants. Ouais, ça aurait moins claqué. On sentait pas le gars au sommet de son immeuble avec le vent, la pression, les géants énormes qui arrivent. Ouais. Juste pour savoir comment tu J'ai le. presque envie de le faire ce jeu. Ah ouais, Ouais, j'avoue, j'avoue, c'est ça, incroyable. ça donne méga envie. Là, on est- Comment tu le caractériserais comment l'avatar principal? T'as une idée ça? Tu le vois comment? Si tu le vois au ton pull dig, Ah c'est mais moi les je personnages que vois, tu vois. moi je vois vraiment. Tu vois Monsieur Tout le Monde ou bien tu vois quand même un type un peu super héros Ah j'hésite entre effectivement le. Monsieur Tout le Monde, ça fait envie quoi. Le C'est- Monsieur Tout le Monde un peu qui est le Mais gars le qui va businessman jouer, ouais, hyper balèze qui- au golf. qui est quoi. ça qui va jouer au golf le dimanche, voilà rien à voir. Avec Bobon assis à côté qui attend. Il est fini d'allumer tous les géants. C'est elle qui te passe les balles, tu sais, puis en même temps elle joue à Candy Crush à côté. Ouais, c'est ça. Il y a ta fille qui te déteste derrière. Exactement, papa. Elle est en train de sauver le monde, mais elle s'en fout, tu sais. Exactement. Papa, quand est-ce qu'on mange? Ou alors effectivement le méga héros de Ouais, Shonen. un truc quoi. à la Beautiful Ouais, Joe, le Games, complètement Super Golf. super golf. Le mec c'est sa vie, il s'est entraîné, il a fait des trainings de malade pour être le meilleur golfeur de la Parce terre. que Il a c'était des le tricks seul de humain ouf. qui savait que les Exactement. géants plexus Et allaient personne arriver. voulait le croire. Et lui, il a un training de malade avec des tricks spéciaux et tout. Ouais, hyper bien. Je sais pas lequel des deux veut. T'as parlé d'une super à un moment. C'est quoi ta super? Comment elle fonctionne? Alors la super, c'est l'idée simplement de dire que selon le nombre de... Tu les tues de toute façon, mais tu as un bonus selon le nombre de côtes que tu leur pètes en même temps, en fait. Ouais. Donc la précision la sur le pré- plexus. La précision sur le plexus, voilà. Plus ton truc est au centre, plus tu as de chances que tu as... Et puis la force aussi. Ouais. La force, la force, plus tu es au centre de ta jauge de force, en fait, Ouais. tu peux le péter quand t'es dans le vert, on va Ouais. dire, mais quand t'es dans le, je sais pas, on mettrait du vert foncé ou même du rouge au milieu, et puis dire quand t'es là-dedans, tu démultiplies la force. Alors moi ma question c'est que là on a quelque chose de ce que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a un objectif de golf qui se déplace si tu veux. Donc on pourrait même imaginer une sorte de prise de risque où tu scores plus si tu laisses les géants venir plus vers toi. Ouais, Tu vois ce que je veux Tout à dire? fait, ouais. Parce que tu es capable de mieux viser sur le plexus, mais tu prends peut-être plus de risques parce que tout à coup ils deviennent plus agressifs quand ils se rapprochent ou T'en as certains qui Ou un pourraient avoir truc des dans le courses soudaines, ouais, ce des qu'on n'a choses pas comme en ça. fait dans les jeux de golf. Ouais. Où les jeux de golf, c'est que le personnage qui s'approche du trou et Mhm. puis que tu es plus dans un scoring où il faut faire bien les 18 trous ou un truc dans le genre. Tandis que là, tout à coup, on a des cibles qui s'approchent de nous. C'est Donc, clair. tu as tout un espèce de jeu sur est-ce que je les laisse se rapprocher, est-ce que je me les fais de loin ou autre qui pourrait être sympa. C'est pour ça que je te parlais de cette idée de super. Tu vois, peut-être tout à coup, si tu t'en fais un d'hyper proche puis que ça te booste une sorte de monstre de jauge, ben après peut-être tu peux liquider tous les gars Ouais, c'est derrière ça. avec une sorte Ça de serait super de dire attaque j'attends pour faire un gros combo final avec Voilà, mon c'est ça, super. Ouais, tout à fait. Ouais. Plexus Golf Giant Invasion. Méga bien. je donne des Putain, j'ai thèmes, envie je de donne le des faire, thèmes mec. géniaux. Hein, je donne Ouais. des thèmes géniaux. Je tiens juste à le Et rappeler. alors là, il faut un truc un peu fin du monde, quoi, post-apocalyptique, avec Ah. l'arrivée des géants dans la ville, les immeubles Oh là qui là. s'effondrent. Je vois déjà rien qu'un art une musique. de début sur le pré-start, tu sais, avec le gars de dos, tu vois l'immeuble, tu le vois en haut de l'immeuble, il est en haut de l'immeuble, et puis au fond, t'as les géants qui arrivent. Ouais, et c'est puis, ça. avec une poussière. un truc hyper héroïque avec les vagues. avec le, Ah ouais. le club de golf Bah, sur bien, l'épaule, à comme fond. ça. Un truc vraiment de dingue. Bah, merci beaucoup, Sandro. Super. En Hyper tout cas, bien. on a l'air d'avoir été hyper convaincus. J'adore. Plexus Golf Giant Invasion. Donc, merci pour ton beau thème. Le plexus. Et merci comme pour quoi, l'idée du coup dans le plexus aussi. Ah ouais. Pas forcément, bah, ça m'a fait dériver. J'ai dit, ah. Bon, mais ça, c'est tout mon rapport à la boxe, quoi. J'entends plexus. Ah, ouais. donc,
tu peux couper la respiration comme ça. C'est assez ouais, enfin, bref, c'est assez intéressant. Bon, je pense que c'est pas une mauvaise idée de donner un thème qui est une localisation sur le corps, parce que tout à coup, puisqu'on connaît notre corps, tu vois, c'est comme si tu donnes un doigt ou j'en sais rien, ça te fait tout à coup peut-être travailler sur un gameplay qui est très minimaliste. Tu vois tout de suite ce que ça implique en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Ce que ça implique comme mouvement, et puis après, tu peux essayer de construire quelque chose autour de ce mouvement, en fait. Contrairement à un truc comme soucoupe volante, où là, t'as pas de préférence très claire et très nette. Ouais, c'est vrai, ouais. Vutraire, tu as proposé pour... tu as proposé pour ce quatrième podcast un petit Le reste n'est que garniture, qui est un petit peu notre séquence un peu discussion autour du game design, discussion autour des systèmes de game design ou des modèles de game design. Et puis tu fais un petit coup de gueule de ce que j'ai pu comprendre. On en revient justement à ces jeux un peu émotionnels dont on parlait avant, qui sont sortis donc récemment Abzu. Et puis Bound, donc Abzu qui est un jeu qui se passe dans les profondeurs sous-marines, et puis Bound qui est un jeu qui fait un peu hommage au ballet, on va dire, qui essaye, ouais, on va dire plutôt. Oh là là, ça sent bon. Qui essaye de faire hommage, effectivement au monde du ballet dans un univers très imagé, avec une sorte effectivement de métaphore un peu. En tout cas, de mon côté, que je pense un peu facile sur le rapport à la famille, une famille qui se brise et autres. Ça, c'est plus dans le symbolisme. Le symbolisme, ouais, exactement. Et puis, tu parles des problèmes de modèles. Ça, c'est intéressant d'en parler avant. Ouais, parce que en plus, les deux, je les attendais avec un certain intérêt, je dois avouer. Moi, ce genre de truc, moi, je crois qu'on a compris dès que ça parle un peu émotionnel, puis il y a de la narration un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, ça me rend tout fou. Est-ce qu'on parle peut-être un petit peu rapidement, juste, je m'excuse, je te coupe avant, mais de cette courbe du emotional game design, donc du game design émotionnel. Peut-être pour les auditeurs, ce serait pas mal de vite expliquer, disons, ce qui a peut-être été mis en place par That Game Company, donc avec Flower, avec Journey, et puis qui est plus ou moins, qui est un modèle qui est plus ou moins réutilisé pour Abzu, et puis pour Bound, je sais pas, parce que moi je l'ai pas fait, mais en fait non, pas vraiment, mais ouais, effectivement, il y a quoi, c'est 5 étapes à peu près. C'est 5 étapes. 5 étapes, et puis elles se retrouvent à chaque fois, puis il y a une montée, il y a une première phase, je sais même pas comment elle s'appelle exactement, mais c'est une première montée de plaisir en fait. Voilà. Donc, d'abord on a la découverte du gameplay, et puis de plus en plus jusqu'à la troisième phase, qui est la chute. Il y a l'émotion qui augmente. Ouais. Pour après avoir une sorte de maîtrise visuelle, une maîtrise sur le gameplay, un plaisir de jeu. Enfin, tout doit être très facile pour le joueur, tout doit très couler de source. Il doit y avoir aucun moment qui doit le bloquer, aucun mur, aucun puzzle contre lequel il doit percuter. Enfin, il faut vraiment être dans une sorte de flow émotionnel ininterrompu. Et puis la quatrième étape, c'est l'étape où tout s'effondre. On enlève tout. Très souvent, c'est dans des zones un peu noires. Sombre, Dans Flower, on est dans une plaine, dans le noir, avec des éclairs qui nous frappent. Dans Journey, c'est le haut de la montagne, on commence à perdre nos capacités, on va moins vite, on ralentit, on a le sable qui commence à s'accumuler sur nous. Enfin voilà, tout à coup d'avoir quelque chose qui est désagréable pour enchaîner sur la cinquième étape qui est l'explosion émotionnelle, qui est encore plus belle, encore plus en termes de musique, de composition, de visuel, de couleurs. Climax. Et voilà, c'est ça. Et en gros, on magnifie, on augmente toutes les compétences aussi du joueur. C'est-à-dire si avant le joueur il pouvait sauter en tournoyant, là il peut double sauter ou il saute 20 mètres à la place de 10 mètres en tournoyant dans tous les sens. Donc voilà, ça c'est cette courbe du emotional game design. Et puis du coup, c'est ça qui m'a un peu embêté, c'est qu'on la retrouve très clairement dans Abzu, à un tel point que quand on le joue, toi-même tu le disais, on est dans l'analyse, sans être pris justement dans cette espèce de flow, parce que c'est quelque chose qui est hyper connu puis qui ressemble trait pour trait. Enfin, moi je trouve à Journey il y a vraiment des choses qui se ressemblent énormément. Je crois que le passage qui m'a le plus gêné, c'est un moment, mais d'ailleurs ça revient plusieurs fois, c'est quand on est porté par le courant puis il faut passer à travers de tas de poissons. Et puis c'est l'impression qu'on gagne un peu de la vitesse. Et puis ça ressemble beaucoup aux sensations de glisse en fait de Journey. Il y a ça, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui s'accumulent comme ça, puis qui rappellent ça, puis que je trouve très embêtant du coup, parce que ça te sort en fait de leur intention première, moi je trouve, parce que du coup c'est hyper catégorisé. Et puis j'ai eu un peu le même problème avec Bound, qui aussi finalement au bout d'un moment, il y a peut-être moins cette idée de vouloir
comment dire, segmentariser puis créer du rythme au travers de ces phases, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on est beaucoup plus libre. On a une espèce de warp zone en forme de cahier d'école où on va dans chaque niveau. Mais après, même au sein des niveaux, il y a de nouveau de la où c'est segmenté de manière hyper précise et carrée. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'effraie énormément. Dans le sens où on veut faire des jeux émotions, puis on s'enferme soi-même dans des espèces de carcans qui sont pas du tout fertiles pour générer ce genre de choses. Où le but c'est quand même de générer, je trouve, si on veut procéder à l'émotion, c'est sortir des carcans et puis de surprendre aussi le joueur, de le prendre là où il s'y attend pas, sinon on reste bloqué. Puis je trouve un peu effrayant que ces gens, que maintenant ces nouveaux jeux qui ont envie de suivre un peu cette vague de Journey comme ça, ils s'enferment et puis ils comprennent pas, au contraire, qu'il faut pour faire de l'émotion design, il faut justement sortir, d'après moi, des modèles en fait, parce que sinon ça fonctionne pas, tout simplement. Et puis c'est encore plus gênant dans le cas de Bound, parce qu'il y avait l'idée du ballet qui était juste hyper cool, où le personnage principal il se meut de base avec des techniques qui sont donc issues de la danse du ballet. Et puis c'est pas du tout exploité dans le sens où c'est un vieux platformer qui a aucun sens avec ça, alors qu'il y aurait eu des milliards de choses à faire, mais on se dit non, on va quand même faire un platformer pour éviter de perdre les gens. Bref, il y a pas mal de choses qui m'effrayent, que je trouve dommage, alors que les deux avaient un terreau hyper intéressant. Même dans Abzu, la musique, pourquoi est-ce qu'on colle exactement les mêmes orchestres symphoniques alors qu'il y avait tellement des trucs de fou à faire avec de la musique électro de malade, mais c'est scandaleux. Moi j'étais outré en disant mais non, vous êtes tellement passé à côté du truc quoi, au niveau du son. Moi j'ai vraiment pas compris. Et du coup t'as ces trucs qui se répètent comme s'ils s'enfermaient comme des triple A, tu sais, dans des habitudes qui fonctionnent. Et c'est horrible. Il faut surtout pas faire ça avec ce genre de jeux arty qui ont une propension à vouloir faire des trucs artistiques. Il y a un paradoxe qui est horrible. C'est aussi peut-être le danger de tout ce qui a été mis en place à l'heure actuelle sur toutes les conférences de développeurs et autres, c'est que maintenant effectivement on a accès, aussi si on est un petit peu analytique avec Journey et Flower, on comprend que c'est construit de la même manière, en tout cas narrativement. Le problème c'est qu'effectivement maintenant l'organigramme de l'emotional game design de That Game Company a été révélé, donc on le connaît, on a vu des conférences où ils expliquent ce qu'ils ont voulu faire, comment ils construisent l'émotion chez le joueur et autres. Puis en tout cas moi c'est aussi ce que j'ai eu, pour rebondir sur ce que tu dis sur Abzu, c'est que j'étais même si j'ai beaucoup quand même apprécié le jeu, j'ai particulièrement plutôt apprécié le rapport aux animaux, qui suis aussi un grand passionné de plongée, mais disons des mondes sous-marins. Mais c'est vrai qu'après, dans tout le rapport à la narration du jeu, en tout cas, j'étais que dans l'analytique. C'est-à-dire, je savais qu'il allait avoir la 4e étape, qui est l'étape déprimante, et puis en fait, je me réjouissais de voir comment ils allaient la faire. Je me réjouis de voir comment ils vont faire ce moment un petit peu triste, et puis je me réjouis de voir comment ils vont faire cette explosion émotionnelle. Puis j'attendais l'explosion émotionnelle, j'étais là, il va y avoir l'explosion émotionnelle, parce que finalement t'es dans ce schéma qui résonne dans ta tête. Et puis effectivement c'est ce que tu dis, c'est-à-dire ils ont trouvé une recette, et puis maintenant ils appliquent la recette, et puis on reprend le même compositeur, on se dit pas tout à coup on essaye peut-être de trouver d'autres gars parce qu'on est dans les profondeurs sous-marines, puis peut-être faut travailler avec d'autres genres d'instruments, ou faut peut-être construire notre truc différemment ou autre. Mais parce que pour moi on est dans ces espèces de passages un peu entre deux, tu dis c'est pas du triple A, puis en même temps pour moi on est modérément dans du indie, dans le sens où c'est quand même des gars qui pensent beaucoup quand même à de la rentabilité et autres, puis c'est des équipes assez conséquentes d'environ 100 personnes ou peut-être un petit peu moins, mais oui, voilà, c'est vraiment une recette, un modèle, quoi. Bon, moi j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai regardé des streams d'Abzu, un petit peu comme ça, par-dessus l'agent, parce que je savais que ça me plairait pas, mais je voulais quand même vérifier. Et puis l'autre, j'y ai pas joué du tout. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, je trouve que moi je ne comprends même pas à quel moment on se dit. Y a des mecs qui ont fait un truc qui leur correspond, c'est-à-dire une façon de designer pour générer des émotions, et en fait c'est ce qu'on va tous utiliser. C'est complètement débile. Effectivement, je comprends pas cette idée-là. Tu vas chercher tes émotions, ce que toi tu as envie de transmettre, et tu trouves ton rythme à toi. C'est complètement bizarre comme idée de dire c'est un modèle qu'on va suivre. C'est justement pas ce qu'il faut faire. Et puis surtout ça marchait bien pour Journey parce que par rapport au voyage, c'était nickel. Après, quand on est dans Abzu, qui est une thématique beaucoup plus sur la technophobie, dans Bound, ça n'a strictement rien à voir avec le voyage. On peut s'imaginer. Il faut trouver des organigrammes émotionnels qui fonctionnent par rapport à la thématique, le message qui doit être envoyé. Parce que le problème, c'est pertinent. That Game Company, on peut présenter ça vraiment comme une sorte de recette miracle, quoi. Ils ont vraiment montré ça, notre courbe d'emotional game design. C'est comme si c'était une sorte de...
Enfin, c'est là où ça devient problématique. C'est que tout à coup, effectivement, tu es game designer, puis tu te dis, OK, ce que le gars il est en train de me montrer, c'est là où ça devient, quelque chose un peu limite, c'est la meilleure manière de manipuler les émotions du joueur, ou c'est la meilleure manière un peu psychologique, si tu veux, c'est comme si on t'avait donné une recette qui sera parfaite pour t'assurer que le joueur va accompagner émotionnellement ton univers et autres. Il y a des recettes dans les systèmes de récompense qui fonctionnent très bien avec le principe de la rétribution aléatoire, tu sais, avec les intervalles aléatoires. Ça existe déjà. Mais du coup, c'est vrai que c'est marrant parce que ça sonne plus problématique de le faire avec l'émotionnel, en fait. Ah ouais. Il y a quelque chose d'un peu pervers là-dedans. Et puis c'est tellement, enfin, moi surtout je trouve que ça marche dans le cas de That Game Company parce qu'ils essaient d'exprimer quelque chose, enfin c'est en accord, c'est eux qui ont trouvé la solution à quelque chose qu'ils essaient d'exprimer eux, et du coup je trouve que chacun doit trouver dans ce cas-là sa solution à lui, en fait, et c'est absurde d'importer la solution de quelqu'un d'autre. Mais après, dans le cas d'Abzu, je trouve que c'est un jeu, enfin, depuis le départ, je le sentais comme ça. Excusez-moi, mais. Je vous l'avais dit, les gars. Non, mais c'est un jeu, c'est le cas en musique du chanteur qui se dit, ouais, putain, j'ai pas besoin de mon groupe, et puis qui va essayer de faire écouter, puis il fait de la merde. C'est vraiment ça. J'ai vraiment cette sensation. Le mec, il s'est dit, ouais, moi, je fais visuel, je fais tout l'aspect visuel. Putain, si Journey, ça marche, parce que c'est trop beau, et puis c'est moi qui ai fait, et puis du coup, je me casse, je prends juste le gars qui a fait la musique, parce que comme ça, ça c'était aussi bien réussi. Mais le reste, il n'y a pas besoin, quoi. Bah oui, le reste, il y a besoin de mec, sinon c'est de la merde. Bouillard. Non mais drop the mic, mec. Non mais c'est ça, ouais. Sandro out. Non mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est non sans en l'occurrence comment il s'appelle, Genova Chen, le game designer, bah non, bah oui, effectivement, il manque un morceau. Hein. Et puis en même temps avec Bound, tu as un exemple qui est assez intéressant parce que pour le coup, effectivement, les gars essayent de sortir du canon, mais toutes les sorties qu'ils essayent de faire, les gars, ils vont dans le mur, quoi. C'est-à-dire, on prend un truc qui est censé être fluide, agréable, avec des mouvements de ballet, et on met des plateformes où tu tombes avec une condition d'échec. Donc c'est l'horreur. Tu joues un espèce de personnage fluide qui est là en train de sautiller et de danser. Et puis en plus, c'est hyper mauvais le platforming. Tu vois, ils ont fait un platforming qui est vraiment désagréable, où tu es tout le temps en train de tomber, tu vises mal la plateforme. Enfin, tu as l'impression d'être de retour dans les mauvais platformers 64. Le début de la 3D. Ouais, c'est ça, le début de la 3D où on arrivait mal à gérer. Ah, c'est en 3D. Ouais. Ah ok, j'imagine. Ouais, non, mais c'est la catastrophe. Puis donc ils mettent une condition d'échec. Puis là les types ils vont vraiment dans le mur parce qu'ils veulent faire de l'emotional game design ou justement par définition s'il y a bien des trucs qui a été posés par That Game Company, c'est on met pas de condition d'échec. Et puis ils en mettent une, mais ils en mettent une dans la pire des manières. Donc c'est-à-dire le truc qui est jamais plaisant. C'est-à-dire tu sautes, tu rates la plateforme, tu tombes, tu meurs, tu vois. Puis tu meurs vraiment comme une espèce de squelette. Et ça a aucun sens au niveau de ce que ça raconte ou bien. Non, mais c'est même horrible. Ah, c'est juste ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire jouer, on met un jeu de plateforme quoi. Ouais non, c'est voilà. ça. Ouais, c'est ça. Oh yeah, ça a l'air vachement bien. Mais en plus c'est très bizarre, à la fin, il y a un speedrun, t'as un mode speedrun qui s'enclenche. Et puis quand tu penses moi je suis vraiment tombé des nuls. Les gens font le speedrun d'ailleurs, voilà. Non, c'est vraiment bizarre. Alors qu'il y a quand même des trucs méga chouettes à l'intérieur. L'idée est vraiment incroyable. Enfin, je trouve visuellement l'idée du ballet, des mouvements, de la grâce et tout. Mais t'as l'impression que tout ce qui est autour est faux, quoi. Enfin, tout est la manipulation et autres. Bah, c'est rigolo parce que ça me fait penser à un jeu, mais j'arrive pas à savoir si c'est les mêmes types ou si c'est un rapport quelconque. Il me semble qu'il avait un nom un peu similaire avec Bound aussi dedans, mais sur iPhone. Alors lui à l'inverse complètement brillant, c'est-à-dire que tu mettais tu jouais à deux, chacun mettait son pouce sur le téléphone, un pouce un pouce, et puis ensuite il fallait regarder, il y avait des mouvements qui étaient indiqués que tu devais faire avec le gyroscope et qui te faisaient danser en fait sur une avec musique l'autre, en fait. classique, Ouais. avec l'autre. Et ça, je trouvais du coup alors extrêmement malin et Ouais. ça marchait très très bien. Mais effectivement, du coup, quand j'ai entendu parler de celui-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est peut-être les mêmes types, c'est le même sujet, mais apparemment, vu comme ça fait, ça doit pas être les mêmes. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de remonter à la décision du type qui a décidé on va mettre du platforming, quoi. Enfin, on va. Puis donc c'est assez hybride, quoi. Ça donne quelque chose de vraiment, vraiment un peu. Donc voilà, comme quoi ils ont essayé quand même de sortir un peu de la courbe du emotional game design, mais. Après, il y a des trucs qui sont chouettes. Il y a l'idée de l'enjeu qui est très bien fait qui est un peu rattaché dans Abzu, où à la fin de chaque niveau, quoi qu'il arrive, tu te rapproches d'un élément qui est crucial. Mais tu n'arrives jamais vraiment à aller dessus. Tu tombes chaque fois, puis tu dois recommencer un autre niveau pour t'en rapprocher. Ça, c'était un des trucs les plus malins qu'ils ont fait, parce qu'effectivement, par rapport à accepter le deuil et puis passer de l'avant à une situation critique, tu te rapproches, et puis chaque fois que tu vis une autre expérience, que tu la retravailles, tu es plus fort et tu peux avancer. Ça, c'était très malin. J'ai trouvé que ça marchait à fond, mais c'est un peu le seul truc que je retiens du. Donc du coup ça dure 20 secondes à chaque fin de niveau, quoi, tu vois.
Enfin, les gens m'ont dit quoi de ce jeu parce que moi Il a j'ai été vraiment me suis pas Bound, tu intéressé. dis, il ouais. était très mal critiqué. Ah, Ouais, ok, très mal d'accord. critiqué. Ouais, Ouais. bon. Tout le monde était frustré en fait. Parce le monde qu'on était voulait, on voulait du ballet quoi. Le monde, on veut du ballet les gars. Ouais, parce que le trailer était incroyable, l'idée visuelle était incroyable, donc t'as beaucoup de gens. Et puis probablement ils auraient fait un truc à la Abzu Ouais. et tout le monde aurait été content. Ouais. Je pense, si Ouais. tu veux. Ou Ouais, parce qu'Abzu, à l'inverse, ça a été plutôt relativement bien oui. reçu. Ouais. Disons, les gens ont vu ce côté un peu, c'est un journey, mais dans l'eau. Et puis Tout est dit, en fait. probablement Bound, ils attendaient, c'est un journey, mais où t'es une danseuse qui fait du Mhm. ballet, quoi, avec Mhm. une petite histoire derrière et autres. Mais ils ont essayé de proposer autre chose. Mais tu vois, même par exemple, tu as des séquences qui ressemblent à des séquences de boss où tu as un immense personnage qui apparaît. Puis il faut juste se contenter d'appuyer sur le bouton pour danser. Du roll Ouais. face, hein. tu peux rouler ta tête sur le. Sur les le- boutons, c'est la Ah même ouais, chose. ouais, Non, vraiment. ça, c'est. Ok. Donc tout à coup, ils essaient de te créer du gameplay en mettant des plateformes, mais c'est Mhm. mal fait. Ouais. Ou voire c'est même anti-jeu, si tu veux. Et puis quand tout à coup, il devrait y avoir peut-être un petit peu de jeu, Ouais. avec tout à coup un boss qui apparaît, puis peut-être une manip à faire ou quelque chose comme ça, tu vois. Ou même peut-être des tirs à éviter ou j'en sais rien. Là, ils te mettent aucune condition d'échec. Et tu appuies juste sur un bouton. J'avoue que c'est fou, comme tout est faux en fait. Ouais. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Et donc ça en fait une sorte de cas d'école un peu très étrange, Oui. tu sais, une sorte de... où t'aimerais bien pouvoir inviter le game designer, et puis lui lui dire, dire, écoute, mec. parle-nous quand même tes choix. quoi. Pourquoi t'as fait ça Comment t'as D'ailleurs, construit s'il ton nous écoute, truc On on l'aime. l'aime. Bienvenue à on Tartine l'aime. Mécanique. On a envie d'aimer ce bound. De donc, comprendre. on a envie de On aimerait comprendre. comprendre ce que tu as essayé de faire. mec. Et donc je vais faire un petit peu le petit salaud. Je trouverais très intéressant, vu Vutraire, puisqu'on vient de parler de cette courbe de Emotional Game Design, de te demander de nous faire un petit moi on en a plus en létal, avec comme seule contrainte que tu dois utiliser, ou en tout cas manipuler, une courbe de Emotional Game Design. Putain, c'est chaud, mais j'aime bien. Mais tu Ok, peux nous ouais. faire un Abzu-like, tu peux nous dire ça c'est dans la jungle ou je sais pas quoi. Mais à ce moment-là, il Dans faudra me l'espace. dire, Dans- à ce moment-là, il faudra me dire quel est le moment, quelle est la 4e étape pénible, quel sera le grand moment de la 5e étape, quel est le parcours que doit faire le personnage et autres. Parce que j'ai un petit temps de préparation. Oui, quand bien sûr, tu as un Parfait. petit temps de préparation et Sandro va te donner, Ah, c'est à Sandro moi va de te donner donner. un thème. Oh là là, est-ce Mais que alors je t'aide pense ou Emotional pas Game Design. Ah, faut quand même pense que je l'aide. même, Alors, tu vois, si tu lui donnes je tartine, vais c'est quand même lui un peu donner truc- difficile. Je vais lui quoi. donner un truc bidon, genre Horizon. Ah, Horizon. Donc t'as pas le droit de faire des dinosaures mécaniques si je Ah ouais, c'est déjà pris ça. C'est déjà pris. Ok, bon, bah, on va essayer. Hein. Horizon et tu as 5 minutes. Un peu plus, non? Bah, ça sera peut-être un petit peu plus. On verra la discussion qu'on va avoir maintenant avec Sandro. Peut-être qu'on va de nouveau un petit peu s'étaler. Exactement. Et puis s'emporter. Sandro, j'ai demandé avant, peut-être tu as entendu un petit peu la petite discussion qu'on a eu avec Vutraire, s'il avait un conseil pour moi, pour un jeu, pour inviter à l'amour. Tu vois, un jeu, Ok. Un jeu. Pour inviter à l'amour. Voilà, c'est ouais. ça, un jeu qui pourrait créer une atmosphère érotique et autres. Il a été. Alors, déjà, toi, est-ce que peut-être tu en as un ou tu penses à quelque chose? Et puis, moi, je voulais te demander après, par la suite, un jeu qui permet de se rabibocher. Donc, imagine tout à coup une grande dispute entre amis ou une grande dispute entre couples. Et ce serait un jeu que tu utiliserais pour. Pour que les gens. Ouais, ok. Voilà, pour. Ou par exemple, peut-être un problème de famille, ou j'en sais rien. Enfin voilà, il y a eu un conflit, les gens sont énervés les uns avec les autres. Quelque Mais- chose pour les calmer. Voilà, quelque chose pour les calmer ou pour recréer une ambiance agréable. J'ai le droit de faire de la pub Tu dis pour un de nos jeux Ouais. Bah oui, tu peux, bien sûr. Tu peux C'est le expliquer premier qui me pourquoi. vient à l'esprit. Ah, mais, d'accord. c'est pour ça. Je cherche une autre alternative, mais j'ai pas quelque chose qui vient à l'esprit parce que bah, forcément, il faudrait quelque chose dans le style coopératif, Ouais. quelque chose qui encourage à la coopération, mais il faut pas quelque chose. Si on prend ça Helldivers par exemple, ça serait l'antithèse de ce qu'il faut faire. Bien parce sûr, que ouais. bah, justement, la coopération, là, les dynamiques incitent à justement se tromper. Bah, si et quelqu'un tuer joue quelqu'un. mal, ouais, Si c'est quelqu'un ça. joue mal, il peut mourir par accident, tué par Ouais. quelqu'un d'autre, Ouais. et du coup, on va recréer des problèmes. Mais t'imaginerais par exemple relationnel. un Street of Rage ou un Final Fight ou un truc comme ça où à la fois tu as de la violence, donc il y a quand même, Ouais. t'auras quand même la tension entre les individus qui va un peu se libérer à travers le Ouais, jeu, il va y c'est avoir un pas truc bête. un peu cathartique et en même temps tu peux pas te taper, tu vois. C'est vrai, ouais, un beat'em all serait effectivement. C'est J'ai rigolo. pas pensé à ça, mais Ouais. c'est vrai que c'est juste qu'un beat'em all serait tout à fait approprié
Ouais. dans ce point de vue qu'on peut. Bon, faudrait pas en prendre un où il y a Où on peut se frapper. on peut se frapper entre nous Ouais. parce que ça arrive et du coup là on repart dans quelque chose de problématique. Mais c'est vrai quelque chose d'un peu à la Castle Crashers ou ces choses comme ça. En plus, ça a un univers assez drôle. Ah oui, où on rigole Castle bien. Crashers, c'est pas mal, ouais. Et puis on peut pas se taper entre nous. Ou en tout cas, si on se tape dessus, on peut pas se faire de c'est dégâts. minime, ouais. Et puis, puis effectivement, comme tu dis, il y a ce côté défouloir. Alors là, je te rejoins. Moi, j'avais pensé à. Ça fera plaisir à notre ami David Roulin à Wii Fit, le jeu que j'avais fait en jam avec lui il y a quelques temps, Ouais. qui est disponible d'ailleurs en version jam sur itch.io, Ouais. qui est un jeu A4 où on a chacun un carré d'une taille différente qu'on doit rentrer dans un mur qui vient par le haut. En fait, c'est vertical. Et il y a un mur qui arrive pour nous écraser. Et il faut se rentrer dans le mur. Le petit carré, des fois, il faut mettre le petit carré avant le gros, etc. Enfin, il faut se combiner et travailler ensemble pour rentrer le plus vite possible dans le mur avant qu'il nous écrase. C'est une sorte de Tetris inversé. Exactement, une sorte de Tetris inversé. Et du coup, j'ai pensé à celui-là en premier parce qu'effectivement, il y a aussi cette idée. On collabore ensemble. On peut pas se faire de mal, et on doit vraiment retrouver une communication qui roule entre tout le monde pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, c'est clair qu'on irait immédiatement vers un jeu qui est un peu couch game, un jeu de canapé. De toute façon, ou alors on pourrait prendre World of Warcraft. Chacun va dans sa chambre, joue avec sa guilde à lui et ne discute pas avec les autres. Et après 20 heures de jeu, par hasard, on se rencontre quelque part. On dit bon, au final, allez, ça va. Allez, c'est bon. Là, j'ai chopé du gros stuff. Je suis un peu plus de bonne humeur qu'avant. Je suis calmé. La famille bien malsaine. La famille dysfonctionnelle. Bien dysfonctionnelle. Qui joue tous au même jeu, mais dans une autre guilde. Dans une autre guilde différente. Et puis comme ça évite de voir les autres pendant un moment. Après, ça va mieux. Oh, je vais dans ma chambre. J'ai rien à foutre. Mais après, l'autre question que tu as posée à Utrecht là, sur un jeu qui. J'ai pas entendu ses réponses, mais qui invite à l'amour, c'est plus difficile. Lui, il a donné la sienne et moi, j'ai donné la mienne. Enfin, j'ai donné mon jeu, il a donné le sien. Mais... je vais pas les auditeurs ont déjà entendu, donc je vais pas embêter. Non, mais ce serait intéressant puisque tu n'as pas entendu de savoir j'ai pas du tout lequel écouté. te viendrait à l'esprit. J'ai pas du tout écouté, mais. En fait, je faisais la comparaison avec, par exemple, une sorte de playlist de jazz un peu envoûtant que tu pourrais mettre en rentrant de soirée pour, tu vois, inviter justement à l'amour, inviter à l'érotisme. Je vois quelque chose d'assez... Je vois la tonalité, mais j'ai pas de jeu qui me vienne à l'esprit qui aurait ce côté... incité à l'amour. Il y a plein de trucs vulgos, qui. Non, alors non, on va pas vraiment dans cette direction. Mais pas dans cette direction, dans quelque chose de doux. Je trouve qu'au final, pas tant que ça. Ou alors moi, j'y ai pas joué, mais où j'ai pas ressenti ça. Les différents. Donc, si jamais pour donner une idée, Vutraire, lui, il a donné Journey. Parce que c'est un jeu que tu peux finir assez rapidement en une soirée, en 4 heures. Donc on reste dans l'emotional game design, mais alors là pour le coup c'est un peu le masterpiece, quoi. Puis donc voilà, ça crée cette ouverture émotionnelle chez l'autre. Et puis moi j'ai donné Catherine. J'ai entendu ça, effectivement. Alors je te rejoins sur Catherine, et puis je pense tout d'un coup, ça me fait penser à un jeu sur iPad que j'ai pas essayé, mais qui paraît incroyable, qui s'appelle de ce côté-là quelque chose de très avec quelque chose de très. C'est vrai qu'on n'est pas allé dans le tactile, c'est rigolo. Justement, et qui joue sur le tactile, mais oh là là, mince, je trouve plus le nom, c'est complètement ridicule. Avec un espèce de grand cercle qu'il fallait caresser, je crois. Et moi, j'ai pas eu le temps de tenter l'expérience, mais tout le monde avait l'air de dire qu'il y avait une tension sexuelle assez forte, tout en n'ayant pas d'imagerie sexuelle. C'est vraiment quelque chose de qui va dans cette vibe que tu dis. Et je me demande même si c'était pas les types que moi j'aime, Tale of Tale, ou c'était pas ces gars que j'aime pas des masses, parce que c'est pas mon genre de jeu. Voilà, exactement. Et je me demande si c'était pas eux en fait. C'est possible, ça m'étonnerait pas. Il faudrait que je recherche le nom, peut-être que si je le retrouve, j'en parlerai. D'autant plus que c'est un couple qui fait des jeux vidéo. Donc, et il me semble que c'était eux. Et la question, puis là je m'adresse aussi un petit peu aux auditeurs, même si nous on pourrait aussi un peu se la poser, elle serait intéressante de se poser aussi pour le jeu de société. Puis pas seulement pour le jeu vidéo. Ce serait rigolo de réfléchir à un jeu de société qui invite justement à l'amour. Mais sans que ce soit, parce que effectivement t'as des Kamasutra, des Kamasutra avec des dés, tu lances, et puis tu dois faire un truc à ton partenaire. Non, on va quand même essayer. Non, on rentre dans quelque chose, dans le matériel, où il y a quelque chose dans l'ambiance qui va générer autour de la table. C'est vrai, même c'est quelque chose qui est quand même vachement peu exploré. C'est vraiment impressionnant.
Ouais, à part dans la vulgarité, c'est vrai que c'est un peu dommage. À part un peu dans le gros. Dans le gros, les boobs, les machins, les trucs. Et puis probablement, en fait, peut-être le jeu qui fonctionnerait le mieux dans cette direction, c'est celui où on s'attendrait pas, en fait. C'est-à-dire, c'est un jeu qui. Alors peut-être la thématique visuelle, elle invite pas forcément à ça, mais par contre, ce que ça crée autour de la table, comme échange, c'est quelque chose d'assez constructif ou peut-être des jeux comme Dixit ou des choses comme ça où il faut montrer une image à l'autre puis écouter ce qu'il va te dire par rapport à cette image ou qu'est-ce qu'il en pense. Dans une vibe douce, justement, alors pas sexuelle mais douce, quelque chose de très tranquille, de très agréable et de limite pas compétitif. Pourtant on est dans la compétition, il y a Tokaido pour moi qui est vraiment dans quelque chose de très bon exemple, vraiment très très où on est là, on vit des histoires, autour de la table ça rigole mais toujours bon enfant, il y a pas de j'ai envie de te battre et pourtant à la fin il y a quand même un gagnant, mais même le gagnant c'est un peu genre la petite cerise sur le gâteau. J'ai gagné, mais au final c'est pas ça qui est important. Et il le rend bien, c'est le voyage. C'est ça, et il le rend bien parce que le sujet du jeu c'est le voyage, et du coup là il y a quelque chose d'assez brillant. Je suis d'accord, j'ai aussi joué récemment et j'ai beaucoup aimé à l'édition Deluxe. Avec des belles figurines. Il y a mon petit esprit de collectionneur qui s'est réveillé. Là c'était difficile, ça m'arrive pas souvent, mais là. T'as joué à l'édition peinte ou pas peinte? Parce que je sais qu'il y a l'édition peinte qui est très très rare. Ah non, alors elle n'était pas peinte. Mais les figurines sont très belles, même pas peintes, mais c'est vrai qu'alors là j'aurais été encore assez content. J'ai perdu un peu ce côté collectionneur, mais là je l'ai un petit peu retrouvé avec les vraies pièces de monnaie, les vraies pièces, le visuel des pièces de monnaie des duos de l'époque. Qui sont pas en carton comme celle que j'ai moi dans la version normale. Ah ben. On est à 8 minutes 13. On s'est de nouveau étalé, mais comme quoi c'est agréable. Tout va bien, Vutraire? Je crois que tout va bien. J'ai l'impression que tu as les larmes aux yeux. Peut-être tu as mis tellement d'émotions dans ton brainstorm. C'est vraiment fort. Je tiens à m'excuser. Toutes les personnes sensibles devraient peut-être passer plus loin dans la... On prévient. Okay. Donc, du coup, je commence. Oui. Alors, c'est une licorne. Oh merde. Ah non. Non, mais alors le début, vraiment. Le début, c'est la naissance d'un arc-en-ciel. Et du coup, la naissance de l'arc-en-ciel, elle se crée dans une espèce de florilège de couleurs, de sons. C'est vraiment un peu cette espèce d'extase. C'est la fin de journée. On commence avec la fin. Et du coup, on est super puissant. Puis j'imaginais vraiment. Mais donc, on est vraiment une licorne. Alors, je pense qu'on est un ensemble, on est une licorne et puis il y a des chats sur nous. On est un truc méga cute, une espèce de symbole de l'internet, tu sais, qui se promène en fait justement sur cet arc-en-ciel. Et puis, l'idée, c'est que c'est un peu une espèce de runner constant. Mais un peu je sais pas si vous avez joué à Rayman 3, il y a des phases bonus qui sont hyper intéressantes où tu as vraiment plusieurs bandes de couleurs qui font en arc-en-ciel, puis tu dois passer de l'une à l'autre. C'est très simple, mais c'est assez vite prenant comme ça fait. Comme des rails où il faut se déplacer gauche-droite, un peu comme un Sonic Adventure 2. Et puis tu peux quand même faire des jumps à certains moments pour passer des trucs, des obstacles. C'est un peu compliqué, exactement. C'est très simple. Mais si tu veux, c'est que l'idée, plus on avance, plus le décor en fait autour de nous, parce vu qu'on est sur un arc-en-ciel, on est quand même au-dessus d'une planète en fait. Il perd en fait de sa saveur, de ses couleurs, pour en arriver à des trucs un peu glauques où il y a de la mort, des marécages, des zombies, et puis en fait on est vers un peu une espèce de chute lente en termes d'ambiance et de thématique où ça devient de plus en plus glauque en fait. Et ça se ressent aussi dans le gameplay où plus on avance, plus on va même perdre un chat. À un moment, il y en a un qui dort, il y en a un qui décide de se barrer, la licorne a l'impression qu'elle vieillit. En fait, c'est comme si tout se corrompt. Et qu'est-ce que j'avais noté encore comme J'adore l'idée de l'arc-en-ciel qui devient un peu glauque. Moi, c'est bon, mon argent, il a déjà il a déjà tombé. Là. Et puis, il y avait un truc, mais je pense qu'il sera problématique. Mais puis moi, qui me gênait pendant que je vous expliquais tout ça, c'était l'enjeu. Parce qu'en fait, le début, on commence tout en haut. Et puis plus on avance, moins le jeu plus le jeu il s'appauvrit et puis il devient plus long. Donc qu'est-ce qui nous dit à un moment qu'est-ce qui peut motiver le joueur à continuer? Puis je pensais juste au point de vue. En fait, il reste toujours le même. Puis l'idée, c'est que vraiment, toutes les lignes de force, en fait, si tu veux, de l'action, du personnage, du décor, elles amènent en fait vers la pointe de l'arc-en-ciel qui est à l'horizon. Et puis du coup, à partir de ce moment-là, tout ce qui motive le joueur, c'est de dire mais qu'est-ce qu'il y a au bout de cet arc-en-ciel? Puis je pense que ça peut être, plutôt que de mettre un symbole dès le début ou une intro, juste le fait d'utiliser la caméra que vraiment toutes les lignes de force arrivent dessus, je pense que ça peut marcher. J'ai joué à un petit jeu il n'y a pas longtemps de Dundari qui faisait ça. C'était un simple runner mais qui a inversé la caméra, qui faisait que l'objectif à voir, il occupait le coin en haut à droite de l'écran. Ça donnait c'était très drôle, ça motivait à vouloir aller de l'avant. Je trouve que ça marchait très bien, je trouve que ça peut être un truc à exploiter. Puis en fait, la fin, si tu veux, c'est le moment de journée où on arrive à la montagne et puis on décède, et puis c'est fini. Et puis en gros, du coup, ça finit comme ça en se disant mais
Puis après, du coup, c'est chouette, les gens peuvent avoir leurs propres interprétations. Est-ce que c'est en fait voilà, un regard très pessimiste sur l'existence, la condition humaine, blablabla. Puis on peut s'amuser avec le fait qu'au début, ça commence tout mignon, ça agrippe. Et puis voilà, donc c'est un peu une ébauche. Mais donc la manière dont tu construis ta courbe d'emotional game design, en gros, tu as une explosion de cuteness au début. Cette explosion, elle augmente petit à petit, c'est-à-dire que tu as petit à petit une maîtrise de plus en plus qui va faire. Parce que moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que. Alors à ce moment-là, puisque tu rentres dans une mécanique un petit peu de runner, c'est que c'est-à-dire que le joueur, il a quand même la possibilité de remonter à chaque fois dans ce plaisir émotionnel, d'y redescendre, d'y remonter, si tu veux, que tu aies une sorte de chute constante vers ce qui va être la fin justement du. Mais qu'elle c'est chaque fois peut-être de plus en plus difficile de pouvoir réatteindre le plaisir. Je pense qu'à un certain moment, genre simplement ton personnage il saute moins, ou ses capacités vraiment, elles s'égratignent. Je pense que, alors effectivement, du coup, là, ça brise le plaisir de jeu, et puis, mais ça fait partie du but en fait. Que vraiment on se projette vers un truc qui finit mal. Mais après, voilà, il fallait jouer avec l'organe. Ouais. Okay. Et puis, au bout de l'horizon. Et puis, parce que alors moi, la question c'est intéressant parce que moi je pense à beaucoup de runners où au final ça se termine toujours par du blop, 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 t'es mort, tu reprends. Mais ce qui a l'air rigolo dans ce que toi tu fais, enfin de toi ce que tu veux faire, c'est justement d'éviter le côté un peu runner où tu respawns tout le temps dès que t'es mort puis tu reviens au moment émotionnel. Mais plus c'est comme si c'était une sorte de jeu où tu veux faire ce que tu fais à peu près dans le Journey, c'est-à-dire une session de jeu, et puis c'est tout. Exactement. T'es pas du tout dans le t'es mort, faut que je reprenne puis faut que je m'améliore. T'es vraiment dans une sorte de tu continues, t'as tout un visuel qui arrive, plein de trucs qui t'arrivent au-dessus, tu te déplaces un peu dans tes mais du coup concrètement qu'est-ce qui se passe quand tu te prends des obstacles? Ça c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a une condition de défaite? Ça c'est le premier. Est-ce que tu perds des chats ou... Je pense que ça pourrait être intéressant de faire que ça rapproche en fait encore plus vite la fin. Ah ok. Ah ouais, t'es projeté en avant, là après t'es projeté en arrière. Ouais. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal comme idée. Ah mon dieu, c'est horrible, coup, ça, c'est cool. On coupe des morceaux de jeu où tu vas pas pouvoir t'amuser avec. Où ça me fait penser un petit peu à un jeu qui était un shoot 'em up sur Dreamcast, s'appelait Border Down, qui était un peu sur les fins de la Dreamcast, qui était un jeu c'était absolument horrible, c'est scandaleux, c'est-à-dire plus tu perdais de vie, plus le jeu devenait difficile. Puis ils ont fait toute une sorte d'arborescence où en gros si tu avais envie de voir la véritable histoire ou les véritables boss, en fait tu devais jouer parfaitement. Ouais. Parce que plus tu meurs, plus tu descends dans les cases, puis tu arrives dans des nouveaux décors qui sont de plus en plus difficiles en gros. Donc tu as tout un espèce de truc un peu complètement barge en fait, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Border Down, où tu montes dans les catégories, descends dans les catégories, et puis j'imaginais avec tes espèces de fuseaux d'énergie là dont tu parles, de ton arc-en-ciel, que par exemple si tu prends un Upcat, à coup ça te fait descendre dans une catégorie en dessous, donc tu te rapproches de la terre, donc tu n'es plus dans les cieux, tu vois. Et donc la question c'est est-ce que tu veux mourir dans les cieux ou est-ce que tu veux mourir sur la terre, sur la terre. Enfin, moi ce que je sens dans le sien, ça serait que de toute façon la fin elle est en bas, mais que Ouais. simplement en fait ton jeu va durer 1 minute si t'es complètement nul, c'est-à-dire que directement tu vas arriver en bas et il faudra répéter pour pas te tromper, pour pouvoir le faire, je sais pas, durer 20-30 minutes à terme quand tu sais bien jouer, voir toutes les séquences de jeu. Sinon t'arrives à la fin quasi instantanément en fait. Ouais, et puis probablement tu joues avec ce truc du emotional game design où il faut quand même que mieux tu joues, plus tu as des espèces de bonus visuels et émotionnels dans les séquences. C'est-à-dire, si tu meurs au bout d'1 minute, bah, tu n'as pas la possibilité de voir tout à coup le ciel qui se dégage, les étoiles, les oiseaux qui passent, la baleine qui va. Enfin, tu manques toute une sorte de monstre séquence par rapport à ça. Ouais. Je pense qu'une des choses aussi très importantes du emotional game design, c'est qu'en gros, il faut qu'il y ait le minimum d'éléments de gameplay à devoir manipuler pour pouvoir voir un maximum tous les effets visuels, engranger un maximum la musique, l'ambiance et autres. Donc ils veulent perturber le moins possible le joueur avec tous les éléments. Et puis peut-être par rapport à toi, ton projet, tu auras peut-être ce problème va falloir garder les yeux sur les rails pour pouvoir éviter les obstacles. Et puis on va pas vraiment pouvoir profiter du rapport émotionnel au décor qui s'ouvre et au monde qui se déploie, tu vois. Ouais, peut-être ça peut être intéressant d'imaginer quand même des séquences un peu plus rythmées où il y a effectivement des moments où l'attention du joueur est beaucoup plus nécessaire parce qu'il y aurait peut-être un orage qui passe, puis là l'indice visuel il apparaît assez en avance, du coup on se met déjà en mode ok là il faut que je joue vraiment, dans le sens où là j'aurais plus d'intention
à apporter sur le gameplay plutôt qu'à regarder le décor. Et puis tu peux peut-être donner des indices, peut-être aussi au niveau du son, de la musique. Ouais. Puis du coup donner un peu du rythme déjà au sein de... Un truc qui au serait sein de ça. intéressant, ce serait de donner la possibilité aux joueurs. En gros, le jeu se termine quand tu t'arrêtes de courir. En gros, tu es dans une sorte d'horizon infini. Puis tant que tu continues à courir, donc tu n'as aucun obstacle, mais tant que tu continues à courir, c'est hyper beau, il se passe plein de trucs, il y a des oiseaux, c'est merveilleux, il y a la musique qui explose et tout. Puis juste, quand tu t'arrêtes, la licorne, elle perd un peu son pouvoir, elle arrête d'être sur l'arc-en-ciel, puis tu meurs. Puis en gros, c'est le fait... C'est que toi tu qui décides décides d'abandonner, ouais, c'est méga Ouais, bien. c'est ça. Et puis donc l'horizon est infini, si tu veux. Donc tu as une sorte de... Et puis du coup là, le geste, typiquement pour courir, tu dois faire un truc qui est hyper... Ouais, bon, alors à ce moment-là, pour le coup, ça devient un truc presque de patience, puis même d'endurance, quoi. Ouais. Mhm. Par rapport à ça. Merci. Est-ce que ton jeu a un titre? Oups. Apprenez, les gars. Attends, mais moi j'ai de la... Robot Unicorn Attack, je te propose. Ah non, c'est pas Ah, pris. ça a l'air trop bien ça. Plexus Unicorn, Giant Invasion. La tête dans les étoiles. Ah, En français, ça faisait longtemps, il fallait en oui, français. si, c'est Fallait en toi qui français. commence à faire des titres en français. Ça, on est touché. C'est trop Les bien. titres en français, on est touché. Là, ça, on aime. Ça, on aime. Eh bien, nous avons aujourd'hui, pour conclure, en tout cas comme dernière partie du podcast, on a eu les clients du garage, les clients de notre garage, on va les appeler, nos habitués. On a reçu une question, disons, qui nous a été posée par un de nos auditeurs qu'on aime très fort, et qui nous demande, je vais vous la lire, on va essayer d'y répondre, donc, qui parle donc du podcast précédent. Vous avez rapidement évoqué la Game Jam, donc plutôt les Game Jam ou l'idée des Game Jam, et Sandro évoquait que son meilleur jeu de Game Jam était un jeu minimaliste. Et du coup, est-ce que ce n'est pas un souci du modèle? Donc, puisqu'on est apparemment dans une tartine mécanique qui parle beaucoup des modèles, bloqué à du minimalisme, ça fait du gameplay plus créatif, donc ça c'est encore à discuter, mais des univers peut-être moins développés. Et donc voilà la question qu'il nous posait. Donc Sandro, parce que tu peux rappeler peut-être de quel jeu tu parlais Je parlais de Weed Invaders, je crois. Ouais. Je parlais que Weed Invaders que j'avais fait, alors pas en Game Jam pour le coup, mais que j'avais fait sur un laps de temps très très court. Ouais. Du coup, on n'avait pas mis d'anime, on avait vraiment rendu le jeu extrêmement simple en fait, avec pas de décor de fond, juste deux personnages sur le milieu et puis c'est tout noir, les scores qui apparaissent. Donc vraiment très très sobre visuellement. Et du coup, j'avais eu beaucoup de plaisir parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, on avait pu se concentrer sur ce qui pour moi est l'essentiel, le game design en fait. Et du coup, ça avait été très agréable avec le codeur comme va-et-vient aussi. Il faut dire qu'on n'avait personne pour les visuels, donc ça aussi, peut-être que ça aurait été moins chouette s'il y avait quelqu'un qui était là pour les visuels, ou alors on aurait pu trouver un autre moyen. Je pense que c'est faisable en jam de plus se poser la question de que tout le monde soit content et des choses à faire, peut-être en faisant quelque chose d'un peu moins... souvent en fait ce qui arrive, c'est quand on fait quelque chose de très ambitieux au niveau de l'univers, qui est avec beaucoup de décors, avec beaucoup d'animes, avec quelque chose au niveau de la programmation qui est un petit peu plus lourd. Malheureusement, en tant que game designer, on a tendance à s'ennuyer pas mal parce que simplement mettre tout ça en place, qui n'a rien à voir avec le game design, fait que tu arrives à la fin de la jam souvent et c'est là que tu pourrais commencer à vraiment travailler ton game design et puis en fait c'est déjà fini. Alors que l'avantage d'avoir quelque chose de très sobre techniquement et visuellement, avec vraiment essayer de limiter le travail du codeur, au bout de 2 heures, tu as une version jouable. 1 heure, tu as une version jouable. Et à partir de là, le game designer peut tester le jeu, il peut se poser des questions, il peut commencer à faire des schémas, il peut commencer à améliorer le gameplay pendant que les autres travaillent sur le reste, en fait. Et je trouve que c'est plus intéressant, à mon sens, pour avoir un jeu peut-être moins impressionnant à la fin, mais qui par contre est vraiment jouable et vraiment chouette à jouer. Voilà. Comment est-ce que tu placerais les contraintes pour faire ça? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour des gens qui ont envie de faire un truc minimaliste? C'est-à-dire quoi? Penser juste à une mécanique, une idée? Alors, moi, je pense qu'effectivement, alors en tant que game designer, c'est de pas vouloir viser trop avec 14 mécaniques différentes et puis plutôt se dire je prends quelque chose de très simple avec très peu d'interaction, avec avec 4-5 mécaniques maximum. Moi, c'était le cas avec Weed Invaders. Et puis ensuite essayer de les travailler, voir comment elles interagissent entre elles, quelles auraient été les meilleures solutions d'interaction. Enfin, tester, essayer de trouver vraiment l'optimum avec peu. En fait, et je trouve que c'est très très instructif en tant que designer. En
fait. Et puis après, pour le reste, pour le code et les visuels, après, ça dépend des gens avec qui on bosse. Et on peut avoir un codeur qui dit non, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est toujours d'avoir des gens où on sait, c'est toujours le problème qu'on a, c'est d'avoir quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut pas faire et en combien de temps. Et c'est pour ça que des fois, mieux vaut aller vers le bas en disant ok, tu peux faire ça, mais allons à la moitié de ce que tu peux faire. Et au pire, on développera plus loin si on a le temps. Mais avoir une espèce de... que tous les éléments puissent avancer en même temps et pas qu'on dise ok, on pose le concept du jeu, ensuite tout le monde travaille à essayer d'arriver au concept du jeu en 1 jour et demi, puis après il reste une demi-journée où c'est vrai que travailler sur le jeu ça lui-même. peut être aussi cette approche, ça peut être aussi un avantage si je vais dans ta direction pour les artistes, parce que ça fait... Bon, alors déjà, ça veut pas forcément dire que... Pour moi, c'est pas évident que l'univers sera forcément moins développé, c'est-à-dire que tu peux aussi imaginer un jeu minimaliste avec un super écran de titre de malade où l'artiste il a bossé toute la journée sur un écran de titre magnifique, même des crédits, voire même tu peux faire un jeu minimaliste mais avec derrière un décor qui est super bien fait et autres. Puis ça permet aussi à l'artiste de bosser sur beaucoup de trucs qui en game jam des fois sont faits un petit peu à la bourre ou des fois un peu n'importe comment. C'est-à-dire tout ce qui est interface, quoi, tout ce qui est lisibilité, lecture, ça permet aussi de les implémenter, de peut-être les discuter, de peut-être les corriger, de revenir dessus, ce qui est aussi rarement fait en game jam où très souvent l'artiste il a envie de faire des super sprites ou des super décors, puis donc il passe très peu de temps sur les jauges, il passe très peu de temps sur toute l'interface visuelle qui en fait probablement va être aussi un élément hyper important. Puis c'est vrai que nous typiquement, en tout cas dans notre communauté, je pense que une grande partie des artistes ont besoin de ce travail en fait, ont besoin de ce travail rigoureux, de lisibilité, de vraiment plus que de travailler sur la beauté, la marketabilité on va dire d'un univers, de bosser vraiment aussi sur vraiment la lisibilité des éléments. Et puis sur sa pertinence par rapport au concept du jeu aussi, parce que c'est bien beau de vouloir faire des jolis arts, mais il faut que ça serve que ça serve le gameplay. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais justement qu'il y ait un espèce d'émulation constante et pas cette espèce que moi j'ai beaucoup expérimenté de on se parle le premier soir d'un concept et après en gros on se revoit plus avant le dimanche à midi quoi, parce qu'on n'a pas réussi à implémenter tout ce qu'on puis chacun travaille de son côté, tandis qu'effectivement si chaque fois on arrive à avoir des versions jouables au bout de 2 heures, 3 heures, enfin 2 heures, toutes les 2 heures on rejoue à quelque chose et on dit ok mais pour ça il faut effectivement des minuscules projets. Mais par rapport à ça, tu conseillerais plutôt d'aller voir quoi, des tout petits jeux minimalistes de jam, des petits jeux mobile gratuits ou des trucs comme ça pour un peu s'inspirer, disons. Pour s'inspirer, j'en ai pas. Vutraire joue plus de jeux de jam que moi. Moi, à part les jams auxquels j'ai participé, j'ai pas tellement joué à des jeux de jam. Moi, je dirais, j'ai parlé de Wade Invaders. Allez regarder c'est gratuit sur iOS et sur Android. Allez regarder le jeu à quoi il ressemble et puis vous verrez l'idée que j'ai en tête et voilà où moi j'ai pris du plaisir quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, alors pour le coup, le problème c'est que vraiment, effectivement, si c'est une game jam de 1 semaine, je pense que là, par la force des choses, les artistes peuvent travailler sur le développement de l'univers, les concept art et autres. Moi, je discutais l'autre soir aussi avec un artiste et puis je lui disais, alors oui, c'est quand même une game jam, mais moi, j'ai pas de problème à imaginer une game jam où tu as des artistes qui se réunissent, puis en gros, leur objectif de la game jam, ils prennent le thème et ils font un artbook ou un concept artbook avec des super dessins, et puis en gros, ils font que du world building. Alors, ils n'ont pas de codeur, malheureusement, ils n'ont pas de codeur, donc ils ne peuvent pas faire de jeu, mais les gars, en gros, leur jam, c'est de faire le boulot que tu dois aussi faire dans une équipe créative, c'est-à-dire tu crées 10 magnifiques concept art visuels qui te permettent de vraiment de faire du world building, quoi, de construire ton univers visuel et autres, puis d'arriver avec quelque chose après de solide. Puis ça, à mon avis, potentiellement, ça peut être aussi valable de faire en game jam, quoi. Tout à fait, ouais. Je pense que ça. Puis alors là, pour le coup, là, tu vas à l'inverse total. C'est-à-dire, tu pars pas dans un gameplay minimaliste, tu pars que dans un univers. C'est ça, mais ça fait sens dans la mesure où tu es un artiste. Je pense que tu veux progresser. Oui, c'est un peu le principe de la jam. Game jam, c'est de réfléchir à ses objectifs, à fond. À ce à quoi on a envie. Moi, j'aime beaucoup toujours quand effectivement tu as des gens qui sont un peu multitask, donc qui savent aussi un petit peu dessiner, un petit peu coder, puis qui viennent vers toi, puis qui disent, moi, à cette jam, je veux faire du dessin. Ou moi, à cette jam, je veux faire du code. Ou moi, à cette jam, je veux bosser sur le game feel. Ou moi, à cette jam, je veux bosser sur l'interface. Puis les gars, vraiment, ils se fixent des objectifs pour les jams. Puis je pense, faut pas être trop prétentieux. Enfin, on n'a que 2 jours. C'est hyper important de vraiment aussi cadrer, quoi. Puis je pense qu'effectivement, ce truc pour un game designer de dire, moi, je fais un gameplay minimaliste parce que c'est là où j'apprends le plus de trucs le plus rapidement. Effectivement, je pense qu'un game designer, en arrivant à une game jam, il doit aussi venir avec ce genre de critères, quoi. Il doit aussi venir avec ce genre de critères pour aussi pouvoir en tirer le maximum possible.
De la même manière qu'un codeur, il peut dire, je sais pas moi, mon objectif c'est de coder un système procédural ou j'en sais rien. Mais je pense aussi que cette sensation-là, ça vient du fait que je suis que game designer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui font du code à la base et puis qui commencent à faire du game design. Ouais. Et du coup, ils ont pas eux, à la limite, cette contrainte-là devient embêtante parce que du coup, ils doivent réfléchir à deux choses en même temps. Ils doivent faire deux choses en même temps. Et c'est pour ça que je pense que ça dépend de l'équipe qu'on a et comment elle est composée. Mais pour une équipe où il y a quelqu'un qui est que game designer et puis qui fait vraiment que ça, je pense que c'est plus intéressant. Et je pense, mine de rien, pour bien le faire, c'est idéal d'avoir quelqu'un qui est que game designer. C'est vraiment un plus, je pense. Parce que du coup, il va pouvoir vraiment aller dans des finesses qu'on ne peut pas se permettre quand on doit à la fois coder et à la fois designer. Oui, et puis surtout s'il a l'habitude de faire, de même prototyper déjà dans sa tête avant que le jeu existe, de faire des schémas, des schémas de relations, de mécanique et de dynamique et des choses comme ça, en fait, il peut régler, à mon avis, en amont, plein de problèmes de la post-production, voire même de la production même. Le problème principal d'une game jam, c'est que la pré-production, souvent les gens ils expulsent quoi. C'est souvent ok, qu'est-ce qu'on fait comme univers? Ok, on fait un univers médiéval. Ok, bon, je vais vite dessiner ça et autres. Et puis à ce moment-là, le job du game designer qui est en train d'attendre justement que le code soit plus ou moins fait par rapport à ce qu'ils ont mis en place, c'est de constamment questionner ce qu'ils sont en train de faire, les gars. C'est de constamment se dire, mais est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que vraiment ça fonctionne? De le remettre en question. De jouer, et puis de se dire, ok, ça fonctionne pas. Ouais. Puis d'essayer de prévoir les catastrophes qui arrivent souvent finalement. Mais oui, bon, ça de toute façon, moi j'abonde dans ta direction dans le sens où c'est très important en game jam d'évaluer la compétence de son programmeur, je pense déjà, et puis ou de ses programmeurs, et puis d'aller dans le petit pour potentiellement après aller dans le grand. Quoi. Enfin, c'est génial quand on a du temps game jam puis qu'on a tout le dimanche par exemple pour faire de l'affinage, rajouter des features. Et autres quoi. Mais vraiment plutôt d'aller par le bas que par le haut. Par le haut et d'arriver avec un truc qui n'est pas fini quoi. Ouais. Ok. Quelque chose à rajouter, Vutraire ou bien? Vous avez tout dit, les copains. C'est magnifique. Vous avez étalé des deux côtés, quoi. C'est ça. On a bien fait les deux bords de la tartine. Il n'y a pas grand-chose qui déborde. Plus rien qui dépasse. C'est parfait. Bon, on va gentiment conclure ici ce podcast. Oui. Et puis, on va le conclure comme on le conclut habituellement maintenant. Hein. Moi, j'aime bien maintenant conclure par des petits coups de cœur. Hein. Comme ça, on peut lancer un petit peu les auditeurs aussi sur des petites découvertes. Et donc, Vutraire, puisque Sandro a beaucoup parlé avant, et Vutraire, est-ce que tu as un petit coup de cœur pour nous du podcast? Petit coup de cœur du mois, le petit coup de cœur de septembre. Ouais, puis c'est tout frais. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Don't Hug Me, I'm Scared. Et c'est malsain, mais c'est très intelligent. Tu connais? Je connais pas, mais on n'en attendait pas moins de toi. J'aime ta description. C'est genre une espèce de fausse émission de télévision pour des enfants où on apprend aux enfants à comprendre l'amour, la réalité, ce genre de trucs. Puis en fait, il y a plein de trucs méta, ça finit glauque, il y a des moments où des gens ils se mangent les viscères. On comprend. Enfin, et puis alors qu'en fait, quand on s'amuse à lier tous les éléments symboliques, c'est hyper bien. Enfin, comme c'est passé, comme ce que les mecs ont fait ça, ils voulaient dire, ils sont amusés à le broyer, à le cacher, puis c'est fait exprès pour. C'est clairement, c'est un jeu si tu veux. Okay. C'est ça, j'ai trouvé de trouver à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mecs? Parce qu'on sent à plein de moments qu'il y a un discours et c'est hyper intéressant. Moi, du coup, j'ai perdu plus de temps à aller checker sur les forums qu'est-ce que les gens disaient, à faire sa petite analyse qu'à regarder le truc en lui-même. Mais c'est des vidéos de combien de temps? Du coup, c'est assez court. C'est 6 vidéos de 7 à 8 minutes en moyenne. Ouais, ça va. Donc c'est assez vite regardé. Ouais. Don't hug me, I'm scared. Voilà. Okay. Yeah. Ne me serre pas dans les bras, j'ai peur. On n'en attendait pas moins de toi, Vutraire. Merci pour ce coup de cœur. Sandro? Pour moi, ça sera I'm Setsuna, le RPG de Square Enix qui a été donné. C'est un studio qui est mandaté pour faire des RPG comme avant. Et ils le font plutôt bien, ils le font pas comme avant, comme avant, strictement comme avant, et puis mangent de la nostalgie même si c'est plus très bien aujourd'hui. Il est sur quelle console? Il est sur PC, PS4, et est-ce qu'il est sur Xbox 360 Xbox One? Je n'en sais fichtrement rien s'il est sur Xbox One, à voir. Mais en tout cas PS4 et PC c'est sûr. Les consoles de salon. Voilà, et puis il y avait Vita, mais c'est qu'au Japon. Vita, ça, ils n'ont pas fait pour l'Europe.
Et c'est un très très chouette RPG. J'ai fini 2 RPG japonais dans ma vie, donc ça risque d'être mon 3e. Je suis au boss de fin, donc Oh là 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 donc là là, On va faire péter le champagne. Sandro finit des RPG japonais. sachant que mon facteur limitant c'est le combat et que là vraiment les combats sont bien foutus, c'est très Chrono Bon, t'as Trigger. fini Nier c'est un RPG japonais. Ouais, mais tu mets Nier, pas dans la c'est- catégorie les actions RPG. Ouais, pas les actions RPG, Ah, d'accord. j'entends les RPG Il y japonais. aurait aussi les Zelda, il y aurait aussi. Voilà, pour ouais. moi j'entends RPG, le RPG Tour par traditionnel, tour. Final Fantasy, tour par Ouais, tour, ok. Dragon Quest, enfin voilà. Ok. Du coup, Alors, C'est- qu'est-ce qui fait qu'il est si bien que ça qu'est-ce qui fait qu'il est si bien? Je dirais déjà l'ambiance. Il y a beaucoup de neige, il y a que de la neige et j'aime beaucoup la neige. Non mais vraiment véridique, il y a quelque chose de tranquille dans ce jeu. Pourtant l'histoire est pas particulièrement. Donc, t'as bien aimé la fin de Persona 5, Persona 4. Oui, évidemment, c'est un de ceux que j'ai fini. Ah, voilà. Non, mais j'aime beaucoup la neige et je trouve que ça donne quelque chose de cosy. Et c'est très malin parce que on sent qu'ils avaient très très peu de moyens pour le faire. C'était à côté, il y avait Final Fantasy 15 qui bouffait tout le budget et qu'eux ils avaient vraiment très très peu. Et il y a beaucoup de choses qui se répètent parce que visuellement il y a qu'un seul type d'univers, c'est que de la neige, des montagnes. Et ils ont réussi quand même à donner quelque chose où il y a une variété, que ce soit dans les personnages que tu rencontres, que ce soit que toujours quand tu arrives dans un village, comme tu as marché dans la neige, tu as vraiment ce côté, tu arrives dans des maisons, l'atmosphère est très chaleureuse. Il y a quelque chose d'une douceur et d'une tranquillité qui tranche en fait pas mal avec comme le postulat de base du scénario qui est assez glauque d'une meuf T'accompagnes une femme qui va se qui sacrifier. va se faire sacrifice humain. c'est un sacrifice humain, donc on l'accompagne pour qu'elle puisse se sacrifier. Et du coup il y a une ambiance assez particulière qui sort qui est très agréable. Et ouais, le système de combat est assez bestial, vraiment. Il est très malin, il est pas parfait, hein. Il y a 2-3 trucs un peu obscurs, entre autres sur comment tu customises tes pouvoirs, etc. Là il y a des trucs qui sont un peu aléatoires, un peu bizarres, mais ça n'empêche pas que chaque combat, c'est comme j'aime, il faut être attentif, il faut être là, il faut penser la façon de jouer, surtout il faut penser la façon dont on va tuer les ennemis, parce que les ennemis, suivant comment on les tue, dropent pas la même chose. Ah, ouais. Et il y a tout un bestiaire, c'est très bien parce qu'il y a toute une espèce d'encyclopédie qui détaille à peu près tout ce qu'on rencontre, que ce soit des personnages, que ce soit les ennemis qu'on rencontre. Et les ennemis, justement, ils vont donner un peu la façon de les tuer pour avoir l'item qui est a priori le plus intéressant. Et du coup, à chaque phase, on va se dire, ok, je vais aller regarder dans l'encyclopédie, j'ai rencontré ce nouvel ennemi, voilà comment il se comporte, déjà quel pouvoir il a, et puis surtout comment est-ce que je vais essayer de le tuer. Et après il y a des setups d'ennemis avec des façons de tuer différentes, donc du coup il faut essayer de les tuer séparément si on veut optimiser. C'est vraiment bien, ça joue sur les déplacements aussi dans l'espace, selon les coups qu'on a, on va pas être placé au même endroit, plus proche des ennemis, plus loin des ennemis, et suivant s'ils sont groupés ou pas groupés, on a des effets de zone. Enfin, c'est vraiment très très bien. Ouais, Et c'est assez riche. c'est très très riche, et moi je suis à la fin du jeu et je suis toujours ébahi par ce système. J'ai toujours envie de faire des combats, je rate jamais un seul combat. Ah, ouais. Donc c'est signe qu'ils ont pour moi réussi vraiment à mettre quelque chose en place. Ils ont vraiment modernisé en fait le système de Chrono Trigger qui était déjà cool, Ouais. et ils en ont fait quelque chose qui va encore plus loin, je trouve. Chrono Trigger, tu l'as pas terminé par contre. Chrono Trigger, alors ça c'est vraiment la misère de ma vie. Je suis au boss de fin, Oh là là. mais j'ai tout fait le jeu. Même au boss de fin, tu peux y aller dès le début du jeu. Oui, non, mais là Ouais. j'ai fait, j'ai fait vraiment le truc pour vraiment arriver à la vraie fin. J'ai tout fait et je sais pas pourquoi j'ai jamais fait le boss de fin. Une espèce de. Ah, mais ça arrive souvent, ça. Ouais, et donc du coup je peux pas dire que j'ai terminé. Ah ouais, mais Et bon, il t'a quand même suffisamment passionné. Bien sûr, pour que t'aies jusqu'au boss de fin, c'était quoi. voilà, j'étais jusqu'au boss Tu de l'as fin. pas décroché. Puis d'ailleurs la durée est un peu calée sur Chrono Trigger, on est entre 15 et 20 heures. Ok, ouais, ce qui est Donc très c'est bien, quelque ouais. chose de très agréable. Ouais. On n'a pas besoin de taper 100 heures, donc c'est vraiment bien. Donc si jamais Tabata de Final 15 nous entend, il faut mettre de la neige dans FF15. Exactement. Il Et faut là, de du coup, s'il y a de la neige, on rediscute. Mais là, pour l'instant, les voitures volantes Pour et les gars avec Sandro- des mèches qui font pour des Sandro, pique-niques, il c'est faudra- compliqué. Ça suffit. On ne va pas rentrer sur ce sujet. Non. Bon, à moi, avant de vous dire au revoir, chers auditeurs, mon petit coup de cœur, c'est parce que je l'ai redécouvert. Alors, c'est un truc que je connais depuis un bon moment, mais c'est parce que je l'ai redécouvert cette semaine avec beaucoup de plaisir. C'est essayer d'imaginer un peu l'équivalent, même si c'est un peu réducteur de dire ça, mais l'équivalent des vidéos Joueurs du Grenier ou Angry Video Game Nerd, mais en version japonaise. Et c'est une émission qui passe à la télévision japonaise depuis déjà très nombreuses années, qui s'appelle Game Center CX. Vous pouvez trouver des épisodes aussi sur YouTube qui sont sous-titrés. Alors malheureusement, je pense principalement en anglais, mais c'est probable de trouver aussi peut-être des sous-titres en français. Puis donc, ce que je trouve absolument génial, si on compare justement à ces autres vidéastes, c'est que là, on est vraiment plus dans un esprit japonais qui est très bienveillant, c'est-à-dire
en gros, ils ont pris un comique qui s'appelle Alino, qui est très très drôle, qu'ils habillent un peu en business, enfin pas en businessman, mais un peu en travailleur japonais, et puis ils le mettent dans une pièce, puis il n'a pas le droit de sortir de la pièce tant qu'il n'a pas terminé le jeu. Puis ils lui mettent des jeux Tower of Druaga, Takeshi's Castle, enfin des trucs justement qui sont critiqués par Angry Video Game Nerd occasionnellement, ou le Jour du Grenier. Mais eux, ils les terminent pas, quoi, parce que c'est infaisable et autres. Donc des fois, il reste 17 heures dans son bureau, et puis c'est monté, c'est fait, enfin vraiment avec cette sensibilité qu'a la télévision japonaise pour toujours créer un petit peu justement du rythme. Donc c'est vraiment très très drôle. Puis ce que je trouve vraiment passionnant dans cette émission Game Center CX, qui dure à peu près 45 minutes chaque épisode, c'est déjà, ils sont très bienveillants par rapport aux jeux. Donc même si c'est des jeux qui sont très souvent très mal programmés ou très mal designés, on n'est pas du tout dans une démarche de descente du jeu, où le but c'est pas de montrer à quel point c'est un mauvais jeu. Le but c'est plus un peu pour le challenge du voilà, ce jeu il existe, il appartient à notre histoire, c'est souvent des jeux japonais auxquels ils jouent d'ailleurs. Voilà, maintenant le but c'est de s'amuser avec, et puis c'est de montrer qu'on est quand même capable de produire de l'amusement, même avec un truc mal fait. Donc ça j'aime beaucoup. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment dans le pur plaisir de jeu, le plaisir du challenge et autres. Et puis le deuxième truc qui est aussi très touchant, que moi j'aime énormément, c'est qu'ils entrecoupent en fait ces séquences de jeu où Alino, donc ce même personnage qui maintenant est quelqu'un, enfin on le voit tout le temps au Tokyo Game Show, enfin il est hyper connu. Ils ont fait aussi des shows en live où ils devaient terminer les jeux en live et autres. Ça dure depuis un bon moment. Où il va dans des game centers au Japon. Il va dans des vieux game centers à la montagne, tenus par des vieilles dames. Et puis il discute avec les gens. Il joue à des vieilles bornes d'arcade, des vieux trucs un peu abandonnés. Il doit rebrancher les prises et tout. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Vraiment, l'émission, elle va vraiment dans la direction du jeu vidéo en tant que quelque chose d'humain. Enfin, quelque chose de très touchant. Enfin, au bout d'un moment, il prend aussi un jeu où il trouve une solution nulle part pour le jeu, puis il demande aux auditeurs de lui envoyer leur numéro de téléphone pour qu'ils puissent les appeler, pour après téléphoner au public, pour qu'eux ils lui disent ouais, je crois qu'il faut que tu ailles à droite, là il y a une porte que tu peux ouvrir et autres. Enfin, c'est vraiment une émission que je trouve très touchante, parce qu'ils vont vraiment dans la direction, et c'est ça, du jeu vidéo comme connecteur social en fait, comme connecteur de plaisir, de divertissement et autres. Donc voilà, Game Center CX, ça s'appelle. Chouette. Ils en ont fait aussi 2 jeux sur 3DS qui sont assez rigolos. Oui, Ils ont créé des faux mauvais jeux. Enfin, Ouais. des faux. Non, les jeux sont Des bons, faux en fait. jeux old school, Des mais faux qui jeux sont old très school bien. avec Ouais. justement la voix de Alino qui les commente quand on rate ou des choses comme ça. Donc vraiment, ça, je vous conseille. Allez regarder. Il y a sur YouTube, vous pouvez rapidement vous faire une idée plus ou moins de l'émission. Et voilà. Voici au bout. Pour le coup, on a eu des véritables tartines aussi aujourd'hui, puisqu'on a pu bruncher. Donc, je vous propose de terminer, comme d'habitude, ce podcast par nos habituels bisous, léchage. Voilà, les chouillages, tout ça. Vutraire n'a pas encore fixé ce qu'il fait à la tartine, d'ailleurs. Des fois, il la lâche, des fois, il la digère. Est-ce que je peux la chanter? Ah bah chante Eh là bien, seulement. On va chanter en l'honneur de la tartine. Donc, Alors moi je vais je regrette plutôt la d'avoir dit ça. bisouter, je vais pas chanter parce que je tue des gens quand je chante. Alors, tu n'en chantes plus, C'est moi, mon je fais pouvoir des bisous spécial. parfaits. On échange, quoi. Non. Donc, dans quel ordre on irait? Plutôt Sandro, toi, tu pourrais Moi, faire des bisous à la tartine. moi, Moi, je je fais la des lèche. Et puis, après, il faut la bercer. Faut chanter la gloire de la tartine pour qu'elle s'endorme. Ah, ça va être bien. Ouais, ok, un truc un peu murmuré comme ça. Voilà, tout à fait. Bon bah alors on est parti. C'est Au parti, revoir. Sandro. Au revoir. Merci pour votre écoute. Merci, tartine.